Bonsoir et bienvenue au webinaire sur le développement de l'autonomie chez les jeunes autistes. Mon nom est Véronique Chiasson et je suis ergothérapeute enregistrée en Ontario. Donc, je vais être la personne qui va présenter le webinaire ce soir. Donc, une des premières choses que je vais vous mentionner, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre des questions dans la section questions-réponses. Donc, moi, tout au long du visionnement, je vais regarder vos questions. Puis, à la fin, on va prendre un moment pour répondre à certaines de vos questions. J'espère qu'on va avoir le temps de toutes les répondre. Et si on n'a pas le temps, je vais choisir là, certaines des questions qui vont, je pense, pouvoir bénéficier le plus de personnes. Donc, au programme ce soir, on a quelques objectifs que je veux passer avec vous. Comment certaines des caractéristiques de l'autisme peuvent affecter le développement de l'autonomie. Donc, l'autonomie, on sait que c'est pouvoir faire des choses seul, être capable de prendre soin de soi. Et on sait que chez les jeunes autistes, donc que ce soit des tout petits ou que ce soit des grands, que ce soit des adultes, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, on va regarder comment certaines des caractéristiques affectent le développement de l'autonomie. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on appelle le continuum de la participation. Donc, comment est-ce que ça commence, l'autonomie, puis comment on fait pour se rendre là. On va parler de certaines stratégies gagnantes et ensuite, on va parler de certains soutiens possibles pour aider votre jeune à développer son autonomie dans certaines de ses activités. Bon. Donc, une des choses qu'on sait, on sait déjà, comme aidant ou parent d'un jeune autiste, que certaines des tâches de vie quotidienne sont difficiles. Donc, pourquoi? Donc, la meilleure façon de regarder ça, c'est de regarder, bien, c'est quoi les caractéristiques de l'autisme et leur effet, dans le fond, sur le développement de l'autonomie. Donc, je vais donner quelques exemples. Ça va peut-être vous parler, puis en même temps, ça va peut-être vous amener quelques questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions dans votre boîte de questions-réponses. Donc, quand on parle d'autonomie, on parle de différentes activités de la vie quotidienne. Donc, que ce soit de s'habiller, se brosser les dents, se laver, couper les ongles, quoi d'autre? Oh, il y en a tellement. N'importe quelle tâche de vie, de prendre soin de soi, se nourrir, aller aux toilettes. Donc, toutes ces tâches-là peuvent être difficiles. Pourquoi? Donc, une des choses qu'on sait, c'est que les personnes autistes ont des difficultés au niveau de la communication sociale et de la communication non-verbale. Donc, si j'ai de la difficulté à comprendre ce qui se passe autour de moi, donc ce que mes parents ou mes enseignants ou d'autres personnes dans ma vie quotidienne me disent, ça va être difficile de faire la tâche. Comprendre aussi les différents signes sociaux aussi. Donc, pourquoi c'est important d'avoir le visage propre, pourquoi c'est important d'aller aux toilettes et de laver ses mains par la suite. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être plus difficiles à comprendre ou saisir. Une autre chose caractéristique qui peut être compliquée, donc c'est l'insistance que les choses demeurent pareilles. Donc, c'est une des caractéristiques diagnostiques de l'autisme, c'est l'insistance que les choses demeurent pareilles. On disait avant que les personnes autistes pouvaient être rigides. Mais dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'on a une tendance à vouloir que les choses demeurent pareilles. Donc, établir des rituels, par exemple, un petit garçon avec qui je travaille, lui, c'est la tasse rouge. Si la tasse est bleue, oublie ça, il ne va pas boire de l'eau. Donc, l'insistance sur ce que ça demeure pareil. Il y en a d'autres exemples, comme par exemple, si on change une étape d'une routine, ça peut créer des difficultés là, pour l'enfant ou l'ado à rester régulé. Donc, si juste une petite étape change, ça peut causer des difficultés. Dans le fond, une autre chose qui peut affecter l'autonomie, dans le fond, c'est les intérêts fixes ou restreints.
Donc, par exemple, si j'ai de la difficulté à changer mon attention d'une chose à l'autre, donc je suis en train de jouer avec mes cubes ou je suis en train de regarder quelque chose sur ma tablette. Donc, ça se peut que j'ai un intérêt très fixe là-dessus et ça va être difficile pour moi de changer mon attention à autre chose. Donc, le jeune, à ce moment-là, si on lui demande d'aller brosser ses dents ou d'aller aux toilettes ou de se préparer pour aller à l'école, on peut s'attendre que changer son attention d'une chose à l'autre va être difficile. Donc, on parle à ce moment-là de difficultés aussi avec les transitions qui peuvent amener l'enfant à avoir de la difficulté à faire les tâches d'autonomie. Une autre caractéristique, donc, ce sont les différences sensorielles que les jeunes peuvent démontrer. Ici, on met ça quand même assez simple dans les critères diagnostiques, dans les caractéristiques. On dit l'hyper ou l'hyporéactivité sensorielle. Donc, l'hyper, c'est quand l'enfant réagit plus que la majorité des personnes. Et hypo, c'est quand l'enfant réagit moins que la majorité des personnes. Mais on sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, selon l'activité, selon le sens qui est affecté, ça va changer là, comment la personne réagit à différentes choses. Donc, si on pense aux activités de la vie quotidienne, donc que ce soit manger, encore là, laver les cheveux, par exemple. Imaginez si on a des réactivités sensorielles. Donc, si on est hyper réactif, par exemple, à l'eau dans le visage ou au savon ou à se faire toucher la tête ou les oreilles, parce que ça, c'est des exemples là, communs qu'on voit. On peut voir pourquoi ça pourrait être compliqué, là, cette tâche-là. Donc, les premières expériences de l'enfant, en termes de quand il est petit, et s'il y a des difficultés sensorielles, vont faire que ces choses-là ne sont peut-être pas des bonnes expériences. Donc, même s'il pouvait développer son autonomie là-dedans, la tâche comme telle, elle n'amène pas, là, elle amène pas un confort ou elle amène des difficultés là, de régulation, soit sensorielle ou émotionnelle, parce que là, je me rappelle que laver les cheveux, c'est difficile. Donc, ça, c'est une des choses là, qui est très importante et qui va affecter plusieurs tâches de vie quotidienne de différentes façons. Donc, il faut vraiment mettre notre chapeau de détective pour découvrir c'est quoi les difficultés sensorielles puis comment elles affectent là, différentes tâches de la vie quotidienne. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure là, de comment on peut faire ça. Donc, en plus de ça, les jeunes avec les jeunes autistes, ce qu'on voit, c'est des difficultés dans d'autres domaines qui vont affecter leur habileté là, à s'engager dans ces tâches-là. 80% des jeunes vont avoir des difficultés de motricité. Donc là, c'est bouger mon corps ou mes mains pour faire ce que j'ai à faire. Donc, on s'attend, les difficultés de motricité, il y a plus de chances qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Si on parle de, par exemple, remonter un pantalon, boutonner un bouton de chemise, des choses comme ça, on peut s'attendre que ça soit quelque chose qui affecterait là, leur habileté à le faire tout seul. Des difficultés d'attention, 40 à 80% des jeunes vont avoir des difficultés d'attention. Donc, maintenir l'attention à la tâche. Donc, la plupart des activités de vie quotidienne, à moins que ce soit manger, là, puis que l'enfant il aime bien ce qu'il mange, là, puis qu'il n'y a pas de difficulté d'alimentation, ou qu'il aime beaucoup l'eau, puis là, il va aimer ça être dans le bain, à moins que ce soit très motivant, là, beaucoup des tâches de vie quotidienne, c'est, comme on dit en bon français, c'est plate, là. C'est pas super intéressant et motivant. Donc, maintenir son attention à ce moment-là va être encore plus difficile. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Ils ne font pas exprès. C'est une difficulté qui est là chez 40 à 80% des jeunes. Une autre chose qu'on sait, c'est que plusieurs des jeunes avec qui on travaille ont des difficultés d'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est quand une situation qui est présente ou non, qui est vraie ou non, donc qui pourrait être l'anticipation, penser que quelque chose va arriver, fait en sorte que ça me crée un stress. Donc, puis on a des réactions de stress là, physiques là,
qui viennent en ligne de compte et qui peuvent amener des difficultés, des explosions de comportement, par exemple. Donc, les difficultés d'anxiété sont très présentes et on sait aussi que l'anxiété peut être reliée aux difficultés sensorielles. Donc, des tout petits qui ont des difficultés, beaucoup de difficultés sensorielles, ont plus de chances d'avoir des difficultés d'anxiété plus tard dans la vie. Donc, si on pense aux tâches de la vie quotidienne, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus facile pour prévenir là, ces difficultés d'anxiété-là plus tard? Donc, c'est quelque chose à penser, à garder en tête quand on met des choses en place. Là, comme moi, comme ergothérapeute, j'y pense beaucoup à ça. Comment est-ce que je peux faire pour que l'activité soit le moins traumatique possible d'après les difficultés que l'enfant a pour pouvoir par la suite développer l'autonomie. Donc, une des choses qu'on a appris avec le temps, c'est que les parents d'adultes autistes ont moins de stress lorsque leur enfant est plus autonome dans sa vie quotidienne. Donc, les difficultés de tâches de vie quotidienne affectent pas juste la personne autiste, ça affecte la famille aussi et l'entourage. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut travailler ça? Bien, c'est pour développer l'autonomie de la personne, mais aussi réduire le stress de la famille. On peut changer de diapo. Quelques points de réflexion, des choses auxquelles on veut penser. Donc, je vous amène à penser à ça là, d'ici la fin. Comme ça va peut-être vous amener des questions aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre enfant puisse faire de façon aussi autonome que possible à l'âge adulte? Oh, c'est loin! Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Donc, je travaille beaucoup avec des parents de tout petits, donc 36 mois et moins, donc en bas de 3 ans. Donc, puis je vais demander cette question-là aux parents, puis les parents, ils me disent, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi est-ce que je demande ça? Maintenant, parce que le plus tôt on commence à travailler sur ces tâches-là, le moins de difficultés que l'enfant va avoir plus tard. Je ne dis pas qu'il ne va pas en avoir, mais il peut en avoir. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais le plus tôt on commence. L'autre chose, c'est quand l'enfant est petit ou quand l'enfant a des difficultés, on a tendance, comme adulte, à vouloir aider. Et aider, c'est pas négatif en soi. Mais parfois, si j'aide trop longtemps, ou de la façon que je pense que j'apporte de l'aide, mais peut avoir un impact négatif. Donc, je vais donner un exemple. Donc, j'ai un jeune avec qui on travaille, puis il est tout petit, il a juste 2 ans. Puis maman se demandait pourquoi est-ce que je trouvais que c'était si important que ça qu'il déplace son corps tout seul. Donc, déplacer son corps tout seul, ça veut dire marcher pour se rendre dans la salle de bain, par exemple, aller laver ses mains, plutôt que de se faire porter. Donc, c'est là que ça commence, là, ça peut commencer l'autonomie. La maman se demandait pourquoi est-ce que je trouvais que c'était important. Et je lui ai dit, la personne autiste a des difficultés avec les changements. Donc, par exemple, comme on a dit un petit peu plus tôt dans l'autre diapo, on a une insistance à ce que les choses demeurent pareilles. Donc, si le petit de 2 ans, il apprend que pour aller laver mes mains, je me fais porter. Qu'est-ce qui arrive quand il va commencer à être trop lourd, mais il a été porté pendant 2, 3 ans? Est-ce qu'il va pouvoir marcher tout seul pour aller laver ses mains? Peut-être que oui. Forte chance que quand on va commencer à vouloir qu'il marche, on pourra avoir des explosions de comportement. Là, c'est ça que j'ai expliqué à la maman. Donc, que je vous explique ce soir. Parce que la façon qu'on enseigne une habileté peut faire en sorte que l'enfant apprend la routine de cette façon-là. Ça peut rendre ça plus difficile plus tard quand on va essayer de développer l'autonomie. Donc, si l'enfant est déjà capable de marcher à 2 ans, pourquoi ne pas l'encourager à marcher tout seul pour aller laver ses mains? Donc, ça peut commencer aussitôt que ça. Mais, par exemple, si l'enfant a 10 ans,
on peut quand même se poser la question, OK, qu'est-ce que je souhaite qu'il fasse pour lui-même maintenant, mais aussi plus tard? À quoi je veux que ça ressemble plus tard? Ça ne veut pas dire que ça va exactement comme ça que ça va se passer, mais on peut mettre des choses en place pour amener l'enfant à cette étape-là. Donc, avec un grand, par exemple, je parlais avec une maman l'autre fois de l'importance, par exemple, de préparer son dîner. C'est pas une tâche nécessairement qu'on peut penser qu'il est nécessaire préparer son dîner pour l'amener à l'école. Par contre, qu'est-ce que ça amène? Ça amène plus d'autonomie quand il va être plus grand. Puis on va parler de ça tout à l'heure. On va parler de tâches qu'on doit faire et de tâches qu'on pourrait commencer à les enseigner parce que ça va aider plus tard. Une autre petite chose que je voulais vous mentionner, c'est de penser à de l'indépendance plutôt que la précision. Donc, la précision, ça veut dire je veux que ce soit bien fait ou est-ce que je veux que ce soit fait? Donc, ça, c'est une des choses que je vais vous amener à penser. Quelles sont les routines qui sont plus difficiles? Bien, ça dépend. Ça dépend des enfants, ça dépend des ados, ça dépend des certaines caractéristiques de leur profil personnel parce que, comme on sait, chaque personne autiste a son propre profil qui varie d'une autre personne. Mais voici quelques-unes qu'on peut aborder ce soir, mais si vous avez des questions, mettez-en d'autres dans la question-réponse, bien sûr. Comme ergothérapeute, j'ai souvent celle qu'on voit ici, s'habiller, se brosser les dents, l'hygiène personnelle. Donc, là, j'ai mis quelques exemples, mais pas mal tout ce qui est relié à l'hygiène personnelle. Donc, se laver les cheveux, se couper les ongles, l'autre chose, se peigner, prendre soin de ses cheveux, des choses comme ça. L'apparence aussi, laver le visage, s'assurer là, que nos mains sont propres ou que notre visage est propre. C'est aussi quelque chose qu'on remarque qui peut être plus difficile. Par contre, il y en a d'autres beaucoup plus que les parents vont souvent me dire, ils vont commencer à me parler de l'entraînement à la toilette. Je ne l'ai pas mis ici parce que l'entraînement à la toilette, ça pourrait être son propre webinaire juste lui-même. Hein? Donc, mais si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra les aborder. OK. Donc là, je vais vous parler du continuum de participation. Qu'est-ce que c'est que le continuum de participation? Dans le fond, quand un enfant apprend une tâche, ça se passe en différentes étapes. Puis à chaque étape, l'enfant va apprendre un petit peu plus à devenir autonome dans cette activité-là. Donc, une activité de la vie quotidienne, par contre, donc c'est pas un continuum qui est ancré ou coulé dans le béton, par exemple. Donc, c'est pas une fois que l'enfant est autonome, il est autonome pour le reste de sa vie. Donc, pour une activité de la vie quotidienne, par exemple, pourrait être autonome pour laver ses mains, mais parce qu'il y a des difficultés sensorielles et des difficultés motrices, il pourrait être juste à l'étape de régulation pour se brosser les dents. Donc ça, c'est une des choses, ça peut varier selon l'activité de la vie quotidienne. Puis l'autre chose aussi, l'enfant pourrait être à une étape selon la journée, le moment de la journée, le moment de la semaine, son état émotionnel, la fatigue. Donc, l'enfant pourrait être à une différente étape. Donc, notre rôle comme adulte, c'est de reconnaître où est-ce que l'enfant est et d'ajuster nos attentes et nos soutiens, parce qu'on va parler de soutien, pour que l'enfant puisse participer le plus possible, être engagé le plus possible dans l'activité. Donc, je vous ai menti un petit peu, je vous ai parlé d'autonomie. Donc, est-ce que la personne est qu'on est toujours vraiment autonome 100% du temps? Non. Donc, on veut aller vers l'autonomie,
Mais ce qu'on sait, c'est que ça va varier selon différentes choses. Donc, la première étape, par exemple. Donc, pour être régulé, donc c'est quoi la régulation? Donc, la régulation, c'est quand, ben, j'ai mis une photo d'un petit enfant qui est comme zen, là, mais dans le fond, c'est régulé. Donc, ça veut dire que mon état émotionnel, il est correct. Je ne suis pas trop dérangée par des choses qui se passent et je suis capable de m'engager puis participer. Donc, ça, c'est être régulé. Pour être régulé, bien, l'enfant, une des choses qui est importante, c'est que l'enfant doit savoir à quoi s'attendre. Donc, si je ne me questionne pas sur ce qui va se passer, il y a plus de chances que je sois régulée. L'autre chose, c'est si je suis moindrement motivée, il y a plus de chances que je sois régulée. Et si j'ai un rôle actif, il y a plus de chances que je sois régulée. Donc, je ne dis pas que c'est 100% du temps, ça va fonctionner, mais c'est des facteurs là, qui vont faire en sorte qu'il y a plus de chances que l'enfant va être régulé quand il sait à quoi s'attendre, quand c'est moindrement motivant et qu'il y a un rôle actif. Donc, ça, c'est pour la première régulation. Au niveau de la participation, donc là, on veut penser qu'est-ce que l'enfant peut faire avec ses mains ou son corps pour participer? Bien sûr, on a parlé de difficultés motrices, hein, mais on va toujours assumer la compétence. Donc, c'est la première chose que moi, je me dis toujours, c'est je pense qu'il va être capable. Donc, c'est la première. Mais d'un autre côté, mais avec peut-être qu'il va avoir besoin d'aide, peut-être qu'il va avoir besoin que je lui montre, il va peut-être avoir besoin de différentes choses, mais j'assume toujours la compétence. Donc, je ne prends pas pour acquis que l'enfant ne sera pas capable jamais de le faire. Donc, si moi, je suis capable de le faire avec mes mains, mais pourquoi je ne le ferais pas participer? Donc, ce que mes mains font ou ce que vos mains, vous, d'adultes, avec votre enfant, font, essayez de voir comment est-ce que l'enfant pourrait participer. Une des choses qui est importante, c'est que subir l'activité va habituellement causer des difficultés d'autonomie. Donc, l'enfant peut devenir dépendant de nous et de notre aide, puis même peut causer des difficultés de régulation sensorielle et de régulation émotionnelle. Donc, par exemple, si je fais tout pour l'enfant, si je mets son manteau pour lui, donc si je pense à un enfant qui a des difficultés sensorielles au niveau du toucher et que je prends sa main, puis je mets sa main dans son manteau, puis il n'y a pas vraiment de chance, lui, d'essayer de le faire tout seul, ça peut le surprendre et ça pourrait créer une explosion comportementale. Donc, mais par contre, si je le fais participer, oui, au début, ça se peut que ça soit difficile, mais le plus que je le fais participer, le plus que lui bouge son propre corps, puis il y aura moins de difficultés de régulation à cause de difficultés sensorielles, par exemple. Donc, ça, c'est pour la participation. Donc, pensez à qu'est-ce qu'il pourrait faire pour participer. Donc, l'enfant participe, fait des petites choses, des petites parties. Donc là, on arrive à l'engagement. L'engagement, là, c'est une fois que l'enfant commence à connaître la routine et à participer, on peut commencer à avoir plus d'engagement. Donc, une des façons de voir si l'enfant est engagé, c'est d'attendre et voir est-ce que l'enfant peut prédire la prochaine étape de l'activité ou commencer la prochaine étape de l'activité ou vous demander de commencer la prochaine étape. Donc, par exemple, pour laver les mains, donc avec un enfant avec qui on a travaillé, on faisait la routine de laver les mains toujours de la même façon et on faisait participer l'enfant le plus possible. Donc, par exemple, tourner l'eau, ben, il pouvait toucher le robinet. Donc, on l'aidait à toucher le robinet, on ouvrait l'eau, il mettait ses mains en dessous de l'eau. Donc, au début, on l'a aidé à mettre ses mains en dessous de l'eau. Puis, ensuite de ça, là venait le savon. Donc, on prenait le savon, on l'amenait, on l'aidait à mettre sa main en dessous, à pousser avec son autre main. Ben, imagine si on fait ça tous les jours, plusieurs fois par jour. À un moment donné, si on attend avant la prochaine étape, on peut voir est-ce que l'enfant commence à être engagé.
Donc oui, cet enfant-là, on rentre dans la salle de bain, il allumait la lumière parce qu'il aime beaucoup allumer les lumières. Et là, tout d'un coup, il tendait la main pour ouvrir l'eau parce qu'il savait que c'était la prochaine étape. Et là, si on attendait, il mettait ses mains en dessous de l'eau tout seul. Et si on attendait encore, il tendait la main vers le savon. Donc là, on pouvait commencer à voir là, que l'enfant était engagé. Il pourrait peut-être vouloir essayer tout seul ou pouvoir, comme j'ai dit, demander de l'aide pour la prochaine étape aussi. Demander de l'aide peut être tendre la main, peut être donner le pot de savon à maman ou papa ou grand-maman pour avoir de l'aide, par exemple. La maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est quoi? La maîtrise, c'est quand l'enfant connaît et peut participer à presque toutes les étapes. Donc, il a besoin d'aide pour certaines choses, mais il travaille plus que nous. Donc là, c'est là qu'on commence à voir là, la majorité du temps, quand ça va bien, il commence à maîtriser l'activité. Donc, ça, c'est une étape qui est intéressante parce que là, on peut féliciter, l'enfant peut se sentir fier aussi parce qu'il est capable de faire plusieurs tâches. Et on arrive à l'autonomie quand, là, on peut laisser l'enfant un petit peu plus tout seul. Puis, il y a plusieurs étapes qu'il va être capable de faire. Mais là, on peut commencer aussi à aller un petit peu plus loin, laisser l'enfant décider. Aussi, on peut commencer à travailler la flexibilité à ce moment-là. Donc, quand on arrive vers la maîtrise et l'autonomie, c'est là qu'on peut commencer à travailler la flexibilité. Parfois, on veut travailler la flexibilité un petit peu trop tôt. Tu sais, on a parlé que les enfants avec des difficultés sensorielles, des difficultés de communication, donc les enfants autistes, ils ont de la difficulté avec le changement et ils veulent que les choses restent pareilles. Donc, si je pense que je vais garder l'activité toujours pareille, ouf, à un moment donné, ça va être difficile parce qu'il n'y aura peut-être pas le même savon ou il y a quelque chose qui va changer. Mais on veut vraiment établir une bonne routine avant d'amener des changements. Parce que sinon, là, on va avoir des difficultés parce que l'enfant ne pourra pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Donc, on peut amener les modifications, la flexibilité un petit peu plus tard, quand l'enfant est rendu là, à la maîtrise ou même vers l'autonomie. Ou est-ce que là, on peut commencer à vraiment s'attendre que l'enfant puisse faire les choses tout seul. OK, on va passer à la prochaine. Donc, quelques stratégies. Bon, la première chose, c'est d'avoir un plan. Donc, pensez, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, pensez à qu'est-ce que dans certaines activités, vous voulez que votre enfant puisse faire tout seul plus tard. Mais on peut commencer à planifier dès maintenant. Ça ne dérange pas, il y a quel âge votre jeune, vous pouvez commencer maintenant. Donc, ensuite de ça, on veut établir, est-ce que c'est une activité, une tâche qu'on doit faire ou qu'on doit apprendre? C'est nécessaire. Donc, comme par exemple, se laver les mains. Ben, ça, c'est nécessaire. Si on dit que c'est le temps de laver les mains, c'est parce que les mains sont sales. Il n'y a aucune chance qu'on ne le fasse pas. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse maintenant. Donc, ça, c'est une chose qu'on veut vraiment leur enseigner parce qu'on n'a pas le choix. Quand on va à l'école, il faut laver les mains. Quand on va à différents endroits, avant de manger, des choses comme ça. Il y a les autres tâches, celles qu'on dit qu'on pourrait apprendre, les bonnies. Donc, ceux-là, comme faire son lunch, par exemple. Donc, tu n'es pas obligé de commencer tout de suite là, quand ils ont 2 ans ou 3 ans, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de commencer à les faire participer parce qu'éventuellement, quand ils vont être adultes, ils vont peut-être devoir faire un lunch. Donc, ça, c'est les tâches qu'on pourrait apprendre. On va en parler un petit peu plus tard aussi à la fin là, de ces tâches-là. Une des choses je pense qui est claire, c'est qu'on veut commencer doucement. Donc, commencer par, OK, on va commencer à travailler l'autonomie dans différentes activités en pensant à comment il peut participer. Hein, on va penser à notre continuum de l'autonomie. Là. Comment est-ce qu'on peut commencer doucement? Par contre, commencer maintenant, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard, mais en même temps, on ne veut pas commencer trop tard. Donc, si on
Commence maintenant, que ce soit dans une activité, dans 2 activités, qu'on commence à voir qu'est-ce qu'on peut ajouter comme élément d'autonomie, on va voir que ça fait une grosse différence. La prévisibilité, c'est une autre chose qui est importante. Créer une routine qui est prévisible. Parfois, on dit: «Ah, ben, on peut mettre des soutiens visuels, on va en parler». C'est pas nécessairement ça que ça veut dire créer une routine prévisible. C'est plutôt que vous créez une routine qui fait du sens et que l'enfant va pouvoir passer à travers. Donc, par exemple, le matin, comment ça se passe chez vous le matin? Est-ce qu'on on se change dans la chambre? Ensuite, on passe, en bas, on va manger. Ensuite, on va brosser les dents. Donc, c'est quoi la routine? Et comment est-ce qu'on peut la rendre prévisible? Donc, ça, c'est quelque chose à penser pour éviter trop de changements du type de transition, peut-être des transitions qui sont moins nécessaires, et pouvoir que l'enfant puisse prédire, OK, j'ai fini de manger. Dès que j'ai fini de manger, je sais que quand l'assiette va dans l'évier, c'est le temps d'aller brosser les dents. Comme ça, il n'y a pas de temps mort entre les activités de vie quotidienne où est-ce que votre enfant peut peut-être commencer à s'engager dans d'autres choses, puis là, la transition devient encore plus difficile. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de penser, c'est comment est-ce qu'on structure notre routine? Ou est-ce que votre enfant, c'est le contraire? Il a peut-être besoin d'un moment. Si la routine du repas, c'est vraiment compliqué, peut-être qu'il a besoin d'un petit moment de jeu calme avant de passer à la routine de brosser les dents qui est aussi difficile. Donc, c'est de penser à ça, mais créer quelque chose de prévisible pour que votre enfant il sache. Je brosse mes dents. Oh non. Je mange mon petit déjeuner. J'ai un petit temps de jeu, je brosse mes dents. Mais il faudrait quasiment que ça soit toujours pareil au début pour que votre enfant connaisse la routine. Une des choses qu'on veut penser aussi, mais c'est quoi les défis possibles ou des défis que vous avez vécus dans le passé avec votre enfant? Donc, qu'est-ce qui pourrait être un défi dans, par exemple, laver les mains? OK, bien, il y a des chances qu'ils veulent manger le savon, par exemple, parce qu'au niveau sensoriel, il est en recherche, puis il aime beaucoup ça. Donc, OK, mais ça, si je le sais, comment est-ce que je peux planifier d'avance? Puis comment est-ce que je peux prévenir que ça arrive? Parce que je peux le prévenir, probablement. Donc, le savon, il est peut-être rangé, puis vite, on frotte, on rince, puis c'est fini. Donc, là, pour que votre enfant comprenne que le savon, il ne va pas dans la bouche. Donc, ça, c'est un exemple. Mais on veut prendre en note, c'est quoi les défis possibles pour essayer de voir comment est-ce que je peux prévenir ou comment je peux aider. Ensuite, je vais penser au soutien possible. OK. Donc, quand c'est le moment de laver les mains, qu'est-ce que je vais amener comme soutien? Je vais lui montrer peut-être. Je vais peut-être donner des gestes pour lui montrer. Je vais peut-être donner les consignes à chaque consigne au début pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire. Je vais peut-être devoir l'aider un petit peu physiquement. Quels sont les soutiens possibles que je vais avoir besoin d'apporter pour les différentes étapes? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez penser. Parfois, on a tendance à utiliser un type de soutien, donc soit l'aide physique tout de suite ou des consignes. Mais pour certains enfants, les consignes ou l'aide physique ne les aideront pas nécessairement. Ce n'est pas un soutien qui va fonctionner. Donc, à ce moment-là, on va penser quel type de soutien est-ce qui va plus l'aider pour qu'on puisse utiliser le bon soutien au bon moment pour aider l'enfant. Une autre chose que je veux penser, mais qu'est-ce qui pourrait l'intéresser ou capter son attention? Donc, est-ce que, par exemple, je vais peut-être commencer avec laver les mains avec un petit parce qu'il aime l'eau. Puis, bien, à s'habiller, les étiquettes, les vêtements, c'est plus compliqué. Donc, je vais peut-être commencer par laver les mains parce que je sais qu'il aime l'eau. Donc, peut-être plus de chances qu'il peut développer son autonomie pour laver les mains parce que c'est quelque chose qu'il aime. Donc, ça, c'est des choses à penser pour avec quel
avec quelle activité est-ce que je vais démarrer? On peut passer à la prochaine. Une fois que vous avez pratiqué la routine, dans plusieurs fois, que votre enfant commence à s'engager, commence à connaître les différentes étapes, puis peut participer à toutes les étapes. Donc, quand on est rendu proche de la maîtrise, là, ça peut être le temps de commencer à faire ce qu'on appelle le chaînage. Le chaînage, dans le fond, c'est prendre les diverses étapes d'une activité, puis les mettre ensemble. Parce que, par exemple, pour se laver les mains, il y a au moins 9 étapes. Ouf! Donc, pour développer l'autonomie, à un moment donné, il va falloir que nous, on s'estompe, puis que l'enfant puisse faire les étapes. Donc, une des façons de faire ça, c'est d'utiliser le chaînage. Il y a 2 types de chaînage. Il y a le chaînage qu'on dit à rebours ou le chaînage progressif. Le chaînage à rebours, c'est celui avec lequel on commence avec la dernière étape d'une activité. On va donner un exemple par la suite. On va commencer par, on s'attend que l'enfant soit autonome avec la dernière étape. Pourquoi on commencerait comme ça? Ben, souvent, l'enfant peut se féliciter d'avoir accompli la tâche parce que s'il finit la dernière étape tout seul, ben, il l'a fait tout seul. Donc, là, on peut le féliciter. Souvent, je vais choisir celle-là si la dernière étape, c'est la plus facile ou c'est celle que je sais qui fait le mieux ou si c'est le genre de tâche que souvent, il y a quelque chose de super intéressant qui se passe après. Par exemple, je mets mes chaussures parce que j'aime aller jouer dehors. Bon, ben, je vais peut-être lui faire fermer là, les velcros sur ses chaussures. Ça va être avec ça, je vais commencer qu'il fasse tout seul. Parce qu'une fois qu'il a fermé le velcro, piouf, on peut aller dehors. Puis ça, c'est motivant. Donc, ça se peut que je commence, puis je fasse le chaînage à rebours quand c'est la dernière étape avec laquelle je commence que l'enfant va faire tout seul. Le chaînage progressif, de l'autre côté, j'ai commencé avec la première étape. Donc, ça, c'est pourquoi je commencerai par la première étape. Bien, je peux renforcer l'initiation de la tâche, donc le démarrage de la tâche. Donc, par exemple, l'enfant qui aime beaucoup l'eau, je commencerai peut-être par ouvrir le robinet parce qu'il y a plus de chances qu'il démarre la tâche parce qu'il aime l'eau. Puis, que commencer par sécher ses mains parce que, sécher ses mains, c'est pas super intéressant, donc je vais peut-être garder ça pour la fin. Donc, ça, c'est les 2 types de chaînage. Donc, je vais donner un exemple avec le pantalon. On peut changer la diapo. Merci. Donc, mettre le pantalon. Bien, c'est une tâche qu'on doit apprendre. Hein? Ça, c'est. Il n'y a pas de. il y a pas de pas le faire, celui-là. On doit mettre un pantalon, ou ben, ça dépend. Si on porte d'autres choses, c'est possible. Là. Mais la plupart de nous, on porte des pantalons. Donc, c'est une tâche qu'on doit faire. À quel âge on commence ça? Très tôt. On peut commencer là, à enseigner à mettre le pantalon tout seul vers l'âge de 18 mois. L'enfant peut faire certaines étapes, mais rendu à un moment donné, on va être rendu à l'étape d'autonomie. Donc, comme j'ai dit, on peut commencer par participer, mais à l'étape d'autonomie, je pourrais faire du chaînage ici pour mettre le pantalon. Il y a 7 étapes. Il y en a beaucoup. Donc, si je fais le chaînage, on va regarder à la prochaine diapositive. On pourrait faire un chaînage à rebours ou on pourrait faire un chaînage progressif. Donc, si je fais un chaînage à rebours, donc, qu'est-ce que ça leur a l'air? Donc, exemple, moi, j'aiderais avec les 6 premières étapes. Tenir le pantalon, aligner les jambes, insérer la première jambe. Donc, j'aiderais, donc, au niveau de participation de l'enfant, j'aiderais avec cette étape-là, toutes ces étapes-là. Mais, rendu à la 6e étape, une fois qu'il est debout, l'enfant, j'arrête. Et là, l'enfant remonte son pantalon tout seul. Donc, il complète la 7e étape. Et je fais comme ça à chaque fois que l'enfant maîtrise. Donc, la prochaine fois, ça se peut que je fasse les étapes 1 à 5, que je vais l'aider avec les étapes 1 à 5, et que là, les 2 dernières, se lever debout et remonter le pantalon jusqu'à la taille
là, l'enfant va le faire tout seul. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de à rebours. Donc, est-ce que je commence avec la dernière étape ou est-ce que l'enfant le fait seul? Vous avez noté, par contre, que j'ai dit, il faut que l'enfant ait déjà une idée de comment la tâche fonctionne, qu'il sache les étapes, qu'il puisse participer à toutes les étapes et soit capable de s'engager et de reconnaître quand est-ce que la prochaine étape commence. Donc, je ne recommande pas de faire tout pour l'enfant aux étapes 1 à 6, puis là, s'attendre qu'il fasse tout seul la dernière. Donc, ça, c'est vraiment quand je suis rendue à l'étape d'autonomie, où est-ce que là, je veux commencer à le laisser faire tout seul. Presque toute l'activité tout seul, c'est là que je vais commencer à faire le chaînage ou l'enchaînement. Donc, ça, c'est pour l'enchaînement. OK. Parfait, merci. Donc, c'était un exemple pour l'habillage, donc qui est souvent une des questions que je vais avoir comme ergothérapeute. Pour les dents, donc l'hygiène dentaire, c'est une autre qu'on ne peut pas éviter parce que ça peut apporter des difficultés là, de santé, d'alimentation très graves si l'hygiène dentaire est négligée. Mais c'est aussi une des tâches de vie quotidienne qui est les plus difficiles pour la plupart des enfants avec qui je travaille. Donc, l'hygiène dentaire, c'est un doit-faire. Donc, première chose que je recommande toujours, parce que l'hygiène dentaire, c'est pas juste se brosser les dents, c'est aussi aller chez le dentiste. Donc, je recommande le plus tôt possible de consulter un dentiste pour planifier une exposition graduelle des expériences chez le dentiste. Donc, ça, c'est une des premières choses. Mais comment est-ce qu'on peut commencer à faire à travailler la régulation puis la participation au brossage de dents? Bon, quelques exemples, fournir un modèle. Donc, la meilleure chose, faites-le dans la salle de bain ou au lavabo, où est-ce que vous le faites? Là, ça dépend. C'est peut-être pas dans la salle de bain, mais si les dents, habituellement, ça se fait proche d'un lavabo ou d'un évier, où est-ce qu'on peut rincer? Donc, je recommande de le faire où est-ce que ça doit se passer, premièrement, parce que là, l'enfant voit le contexte. Il peut voir, OK, il y a l'évier, on va avoir besoin de l'eau pour faire ça, il y a la pâte à dents, le dentifrice, il y a la brosse à dents, il y a tout ce que j'ai besoin. Un bon exemple, c'est de nous le faire en même temps. Donc, si on a un miroir, puis on le fait devant le miroir, il peut nous regarder. Ça peut être amusant aussi. Éventuellement, on peut faire des petites choses intéressantes dans le miroir pour rendre la tâche plus intéressante. Donc, à ce moment-là, avoir une brosse à dents chacun aussi pourrait être intéressant. Donc, soit que j'ai ma propre brosse à dents puis je le fais moi-même, ou si j'aide l'enfant à brosser ses dents, lui peut en avoir une pour lui. Et moi, je pourrais en avoir, si c'est possible, en avoir une moi aussi pour aller peut-être faire les petites régions là, que l'enfant ne peut pas faire encore. Donc, ça, c'est une autre stratégie gagnante, là, c'est plutôt que d'avoir la même brosse à dents, puis là, il faut nous prendre des tours, puis l'enfant prendre des tours, parfois, ça peut être difficile. Donc, si on en a chacun une, ça pourrait aider. On peut commencer doucement. Les lèvres, la langue, les dents en avant, habituellement, ça va être un petit peu plus facile. Ça dépend des enfants, par exemple. Parfois, pour certains enfants, c'est le contraire. Ce sont les lèvres qui sont plus... comment dirait-on? Les lèvres qui sont plus sensibles et ça va être plus difficile. Ou pour certains enfants, c'est plus sensible en avant ou c'est plus sensible en arrière. Donc, c'est, comme on disait tout à l'heure, voir qu'est-ce qui va peut-être être les défis possibles pour votre enfant. Donc, pensez à ça quand on planifie, mais de faire de façon prévisible. Si je commence avec les lèvres, ensuite je brosse la langue, ensuite je brosse les dents en avant, on va continuer de cette façon-là. Comme ça, votre enfant va savoir à quoi s'attendre. Il n'y a pas de surprise parce que souvent, au niveau sensoriel, au niveau des tâches, ce qui est difficile à gérer au niveau de mon comportement ou au niveau sensoriel, c'est les surprises. Donc, si je suis le plus prévisible possible, ça va être aidant. Le dentifrice, ça peut être facultatif au début. L'important, c'est d'enlever la nourriture. Donc, le dentifrice peut être compliqué. Il y en a différents types qui goûtent
qui goûtent bon, il y en a qui goûtent rien. Donc, il y a ça aussi qu'on peut regarder. Puis aussi, est-ce qu'il y a du fluor dedans ou non? Parce que ça, si on l'avale, ça peut causer des difficultés. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Il y a d'autres options aussi si la brosse à dents, c'est pas possible. Donc, si votre enfant, il y a eu une mauvaise expérience avec la brosse à dents, si votre enfant est un petit peu plus vieux, par exemple, il y a eu une mauvaise expérience avec la brosse à dents, et là, vous essayez de rétablir cette routine-là, il y a d'autres options. Il y a la lingette, donc prendre une petite lingette, une débarbouillette. Il y a d'autres types de brosses. Pour certains enfants, la brosse à dents électrique, ça va mieux. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, si votre enfant aime les vibrations, peut-être que la brosse à dents électrique pourrait être aidante. Puis d'autres enfants, c'est le contraire. La brosse à dents électrique, on n'aime pas ça du tout. Donc, on peut regarder aussi la texture de la brosse, donc la texture des filaments. Donc, il y en a différents, il y en a en bambou, il y en a en plastique. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui est plus facile. Il y en a qui sont plus durs, puis il y en a qui sont plus molles aussi. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui va le mieux. Il y a aussi des nouvelles brosses à dents. Parfois, on me demande, là, Véronique, est-ce que ça fonctionne bien? Ça ressemble à un protecteur de dents, là, tu sais, comme quand on va quand on joue des sports, là, puis on met un protecteur de dents. Donc, il y a des brosses à dents comme ça, puis là, on peut tourner comme ça, puis là, ça brosse les dents. Pour certains enfants, ça peut fonctionner. Ça a été super aidant avec certains enfants avec qui les brosses à dents n'étaient pas possibles, mais d'autres enfants, c'est le contraire parce que là, c'est quelque chose de gros qui va dans ma bouche. Donc là, c'est là ça peut être plus compliqué. On peut utiliser des appuis visuels aussi, donc pour montrer ce qui va se passer. Vous pourriez avoir des petites images ou des photos pour montrer qu'est-ce qui se passe pendant le brossage de dents. Moi, j'utilise surtout ça avec les plus grands quand je veux des rappels, quand on est à la phase là, de maîtrise et d'autonomie, pour se rappeler des différents endroits dans la bouche où est-ce qu'on doit brosser les dents. Donc, ça, j'ai mis ça en place parfois là, avec des enfants un petit peu plus vieux, où est-ce qu'on avait vraiment là, les étapes là, langue, les dents d'en avant, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, on avait des images pour chacun et ça pouvait les aider à brosser les dents là, pour partout, puis couvrir toute la bouche. Donc, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait regarder, utiliser des appuis visuels. Une des choses, par exemple, que je recommande le plus possible, c'est d'aider votre enfant à en faire lui-même le plus possible. Donc, avoir le plus de contrôle sur ce qui se passe dans sa bouche peut aider énormément les difficultés de régulation. Donc, forcer, par exemple, ou brosser pour lui, ça peut être compliqué parce que on ne sait pas nécessairement, nous, combien de pression on applique à différents endroits dans la bouche. Puis là, votre enfant a peut-être des difficultés sensorielles qui font en sorte que ça, c'est vraiment pas plaisant. Donc, c'est pour ça là, que je parlais là, de chacun sa brosse à dents, prendre son tour, prendre des tours, ça peut aider pour que votre enfant puisse là, en faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on aimerait qu'il brosse ses dents le plus possible tout seul. Donc, ça, c'est mes trucs pour l'hygiène dentaire. On peut passer à la prochaine. D'autres soutiens. Donc, de façon générale, quand on travaille l'autonomie dans les différentes activités de la vie quotidienne, on peut utiliser des soutiens. Donc, on a parlé, il y a dans différentes journées, différentes tâches, ça se peut que vous deviez apporter votre soutien. Même vous attendre que vous allez devoir apporter votre soutien. Quel type de soutien est-ce qu'on peut apporter? Moi, j'aime beaucoup les soutiens gestuels, donc aider, donc les gestes. Donc, comment est-ce que je ferais ça? Par exemple, si je veux montrer que c'est le temps d'ouvrir le robinet, par exemple, bien, je vais tapoter le robinet. Plutôt que de dire à chaque fois, parce que parfois, ça, c'est difficile pour l'enfant de comprendre à quoi s'attendre. Donc, ça se peut qu'au début, je le dise puis que je fasse le geste, puis éventuellement, je vais peut-être juste faire le geste. Un autre appui visuel, c'est d'utiliser l'objet comme tel. Par exemple, c'est le temps de changer la couche. C'est quoi la meilleure façon de montrer ça? Bien, c'est de montrer une couche. Ou que c'est le temps de manger, bien, on peut montrer, par exemple,
moi, souvent, parfois, avec certains parents, on va chercher un aliment dans la cuisine qu'on sait que l'enfant aime bien pour lui montrer que c'est le temps de manger. On peut utiliser des photos, ça c'est possible aussi, et on peut utiliser des pictos. Donc, des photos, c'est des photos, des vraies photos de chez vous, par exemple. Et des pictos, c'est plutôt des petits dessins qui représentent de façon plus générale là, cette image-là. Donc, ça dépend des enfants. Il y a des enfants que la photo va être plus utile et des enfants qui vont être OK avec le picto. Donc, on pourrait utiliser des soutiens comme ça. Au début, je recommande toujours d'utiliser une photo à la fois. Comme ça, pour montrer que c'est le temps de faire telle activité. Et à mesure, si on veut aller plus vers l'autonomie, on peut avoir un petit horaire visuel pour être utile aussi. Un de mes trucs, utiliser le moins d'aide physique possible. Donc, il y a d'autres soutiens, comme on a mentionné. Il y a des consignes, il y a des gestes, il y a montrer l'objet. Mais essayez d'aider votre enfant à déplacer son corps ou utiliser ses mains lui-même. Si lui le fait, il y a plus de chances qu'il va s'en souvenir que si nous, on le fait pour lui. Donc, si on guide physiquement ses mains, habituellement, la mémoire motrice de ce qui s'est passé est beaucoup moins forte. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'incitation progressive. Donc, je vais commencer avec le moins d'aide physique possible. Puis, si j'ai besoin, donc je vais, par exemple, juste tapoter le robinet. OK, j'attends quelques secondes, ça ne fonctionne pas. OK, je vais montrer un autre. Je vais montrer un petit peu plus. Je vais peut-être dire la consigne puis tapoter le robinet encore. Non, ça ne fonctionne pas. OK, je vais amener un petit peu d'aide physique. Je vais prendre sa main puis je vais la mettre vers le robinet. OK, si ça fonctionne, parfait, je n'ai pas besoin d'amener plus d'aide physique. Si ça ne fonctionne pas, là, je vais amener plus d'aide physique complète. Donc, à chaque fois, je vais essayer de voir c'est quoi le moins d'aide que je peux apporter, puis il va être correct, il va pouvoir le faire. Un petit mot sur les renforçateurs. Renforçateurs, donc c'est récompense pour avoir fait quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plus de chances qu'on voit ce comportement-là se reproduire. Habituellement, ce que je recommande quand on fait des activités de la vie quotidienne, c'est de voir si l'activité qui vient par la suite pourrait être motivante. Pour que l'enfant puisse faire la tâche, puis ensuite avoir accès à une autre activité qui est intéressante. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Il y a plus de chances que l'enfant complète la tâche. Si ce qui s'en vient après, la conséquence naturelle, c'est quelque chose d'intéressant. Comme j'ai dit, mettre ses chaussures pour aller dehors parce que l'enfant adore aller dehors. Ou ouvrir le robinet, c'est ce que je veux travailler. Il adore l'eau. Il y a plus de chances qu'il va ouvrir le robinet. Le renforçateur, c'est l'eau. Donc, les renforçateurs les plus naturels possibles sont habituellement ceux qui vont être les plus forts à long terme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de chances que votre enfant va devenir autonome si le renforçateur il est relié à ce que vous faites, puis il est naturel. Donc, par exemple, s'il a ouvert l'eau, puis on lui donne on donne une félicitation ou on lui donne un petit chocolat, oui, ça se peut que la prochaine fois, il ouvre l'eau, mais à long terme, il y a moins de chances que ouvrir l'eau va être solide parce que ça ne fait pas partie de l'activité, le petit chocolat ou la félicitation. Donc, ça, c'est un petit mot à propos des renforçateurs. On essaie d'aller avec les renforçateurs les plus naturels possibles. Donc, mon message de fin sur les activités qu'on doit apprendre, on veut miser sur la régulation en premier, donc que votre enfant soit bien, qu'il soit OK d'être là. Ensuite, la participation, puis l'autonomie, elle va venir à mesure que vous mettez des soutiens, puis que là, vous estompez ces soutiens-là au fur et à mesure. J'ai une autre petite chose à vous parler. Donc, on a parlé des tâches qu'on doit apprendre. Là, il y en a d'autres, de tâches de vie quotidienne. Ça, c'est celles que l'on pourrait apprendre. J'ai mis des exemples. Passer l'aspirateur, par exemple. Vider le lave-vaisselle, le lavage. Pourquoi je parle de ça? OK. Une des choses qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent des tâches qu'on ne va pas nécessairement demander à des tout-petits ou à des enfants de faire, mais qui peuvent causer des difficultés dans la vie de tous les jours. Ou, d'un autre côté,
qui pourrait être super intéressante pour leur enseigner l'autonomie. Je m'explique. J'ai un enfant qui a très peur de l'aspirateur. Mais si on commence doucement à le faire participer un petit peu, qui est là, qui peut-être peut le bouger quand il n'est même pas parti encore, il y a plus de chances que l'aspirateur, on va le maîtriser, puis on va être OK s'il s'allume, si c'est lui qui nous aide à l'allumer, que si nous, on le part, puis il ne sait pas ce qui se passe. Alors, si c'est prévisible, il y a plus de chances que passer l'aspirateur va être moins problématique. D'un autre côté, j'ai un enfant, par exemple, qu'il adore être dans la cuisine. Comme il voudrait vider tous les armoires, il veut jouer avec tout ce qui est dans la cuisine, ouvrir les portes, fermer les portes d'armoire. C'est comme son intérêt restreint. Donc, comme il y a une motivation à être dans la cuisine, pourquoi ne pas le faire participer à vider le lave-vaisselle? Donc, c'est une tâche qui fait du sens dans la cuisine, qui est appropriée et qui ne fait pas tout le désordre et qui amène des difficultés de comportement quand on ne le laisse pas, par exemple, ouvrir l'armoire où est-ce qu'il y a les couteaux et tout ça. Donc, pourquoi ne pas le faire participer dans vider le lave-vaisselle? À ce moment-là, il peut être actif dans cette tâche-là et apprendre plein de choses, avoir accès à la cuisine d'une façon appropriée, puis qui réduit là, les difficultés là, de comportement possibles par rapport à ne pas avoir accès à la cuisine. Donc, on peut commencer parfois avec ces tâches-là, plutôt que les tâches doit faire, si on pense qu'il y a peut-être des aspects motivants que votre enfant pourrait aimer. Donc, ça complète mon webinaire. Donc, pensez-y à ces petites tâches-là. Vous pouvez encore mettre des questions. Vous avez encore le temps. Donc, dans la section questions-réponses. Et ce qu'on va faire, on va mettre dans pas longtemps, on va passer à en personne pour discuter de vos questions et y répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et on se voit bientôt. Bonsoir. Mon nom est Véronique Chiasson et je suis ergothérapeute. Merci beaucoup d'avoir écouté notre webinaire ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez mettre des questions dans la petite boîte de foire aux questions et ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vais commencer tout de suite avec une première question. Mais je vais continuer de regarder là, pour voir s'il y en a d'autres qui se mettent à mesure qu'on avance. Donc, ma première question, c'est mon enfant a juste 2 ans. Est-ce que, me semble qu'il est tôt pour commencer à travailler l'autonomie ou l'indépendance? Oui et non. Donc, je vais répondre à la question. Oui et non. Oui, c'est sûr que 2 ans, l'enfant est très jeune. Donc, il ne pourrait pas faire tout seul. Par contre, le plus qu'on commence tôt à travailler certaines habiletés, donc participer au mieux de ces habiletés-là, puis qu'on met des mots sur ce qu'on est en train de faire avec lui ou elle, le plus que votre enfant va apprendre à reconnaître cette routine-là, qu'est-ce qui se passe dans la routine, ça va devenir prévisible, puis il va pouvoir développer là, au début sa régulation, donc accepter que ça se passe, ensuite participer, développer ses habiletés, maîtriser, puis ensuite devenir de plus en plus autonome. Donc, même si c'est juste au début, vous aider à aller chercher la couche, puis les lingettes pour changer la couche, déjà là, pour la routine de préparation à l'entraînement à la toilette, c'est là que ça commence. Donc, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Donc, mais on peut le faire en petites étapes. Donc, j'espère que ça répond à votre question, votre inquiétude sur est-ce qu'il est trop jeune. Donc, ça, c'est notre première question. Je vous invite, n'oubliez pas, on a encore du temps, là, si vous voulez mettre des questions dans le chat. Deuxième question, c'est quoi des soutiens, des appuis visuels qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel appui visuel on peut utiliser? Donc, des appuis visuels, il y en a plusieurs différents types.
Donc ça, si vous avez déjà quelqu'un qui travaille avec vous, soit une orthophoniste, soit un ergothérapeute ou quelqu'un qui fait de la CA, donc vous pouvez leur demander leur opinion, mais par contre, je vais vous mentionner quelques types d'appui visuel que vous pourriez utiliser. Donc, le premier, c'est dans le fond des gestes. Donc, faire un geste, donc montrer du doigt, par exemple, qu'on s'en va à la salle de bain laver les mains. Donc, montrer la porte de la salle de bain, par exemple. Ça, c'est un exemple d'appui visuel. Un autre, c'est l'objet comme tel. Donc, par exemple, si c'est le temps d'aller, là, j'ai parlé de changer la couche tantôt, mais si c'est le temps d'aller brosser les dents, par exemple, montrer la brosse à dents. Donc, amener la brosse à dents, la montrer à votre enfant, puis là, ensuite, on va à la salle de bain brosser les dents, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple, c'est un appui visuel parce que juste dire, c'est le temps d'aller brosser les dents, peut-être que ça, c'est pas assez précis ou que votre enfant ne va pas comprendre tout de suite. Un autre appui visuel, dans le fond, c'est une image. Donc là, à ce moment-là, on prendrait une photo. Là, je vais garder l'exemple de la brosse à dents. On prendrait une photo de la brosse à dents, puis on montrerait vous montreriez à votre enfant une photo de la brosse à dents pour lui montrer que c'est le temps d'aller brosser ses dents. Le prochain qui est un petit peu plus abstrait comme visuel, c'est le picto. Donc là, c'est un dessin d'une brosse à dents. C'est peut-être pas sa brosse à dents, mais c'est un dessin d'une brosse à dents. Ça, c'est utile quand, par exemple, on le fait dans divers contextes. Donc, par exemple, si votre enfant, il va aux toilettes à la garderie, puis il va aux toilettes à la maison, puis chez grand-maman, des fois, un picto d'une toilette va être mieux qu'une photo de votre toilette. Donc, ça peut être, puis à un moment donné aussi, votre enfant, il va pouvoir généraliser que ça veut dire différentes toilettes, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison ou à la garderie. Et un autre niveau d'appui visuel, dans le fond, c'est texte, c'est écrit. Donc, pour des plus grands qui savent lire, on pourrait utiliser, par exemple, un appui visuel qui est écrit. Donc, on écrit, par exemple, les étapes de la routine. Moi, je fais ça des fois pour certains enfants, là, où est-ce que les images sont un petit peu grands pour ça, c'est moins cool. Donc là, on écrit la routine là, plutôt sur soit un tableau blanc effaçable ou on l'écrit sur une feuille laminée, là, puis là, il pourrait faire des crochets pour montrer qu'il a fini. Pour la routine, par exemple, de se préparer le matin ou le soir, donc avec un plus grand, on pourrait faire ça pour les étapes de se préparer. Donc là, utiliser le soutien visuel texte avec des textes, donc écrits. Donc ça, c'est pour les différents types d'appuis visuels que vous pourriez utiliser. Moi, j'aime toujours utiliser le moins à plus. Donc, j'aime essayer les gestes avant. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, là, j'utilise l'objet. Puis là, après, là, je pourrais utiliser d'autres choses. Donc, j'espère que ça répond à votre question sur c'est quoi des appuis visuels puis comment est-ce qu'on peut les utiliser. J'ai une autre question. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut en mettre une là, dans la boîte, j'ai encore le temps d'en répondre une autre après celle-ci. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, la prochaine, excusez-moi, là, je l'ai notée parce que je voulais être certaine de ne pas la perdre des yeux. Comment est-ce que je peux préparer mon enfant pour l'entraînement à la toilette? Là? Donc, l'autonomie en termes d'aller aux toilettes. Donc, juste ça, je pense qu'on pourrait faire un webinaire juste sur l'entraînement à la propreté. Mais une des choses que moi, je demande toujours, c'est par où commencer? Donc, la première question que je pose, c'est est-ce qu'on a les prérequis? Donc, est-ce que votre enfant peut monter et baisser son pantalon? Donc, déjà, commencer tout petit quand ils sont tout petits, là, 2, 3, 4 ans, le plus tôt possible, à pouvoir faire les routines d'habillage, là, monter, descendre le pantalon, aider à mettre son pull-up ou même avec des tout petits. Des fois, je vais même commencer à
on aide à mettre les petits velcro là, sur la couche ou les enlever, participer à essuyer les fesses avec des lingettes ou avec une débarbouillette, hein, si vous utilisez ça. Donc, toutes ces étapes-là, ça va préparer pour quand je vais aux toilettes, je dois remonter mon pantalon, je dois le baisser, je dois pouvoir m'essuyer, tout ça. Donc, si on commence ces choses-là avant, ce qui va arriver, c'est que quand on va être rendu à la partie, soit je suis debout à la toilette ou je m'assois sur la toilette, j'ai déjà beaucoup des autres choses que votre enfant va déjà être capable de faire. Donc ça, ce serait mes premières suggestions, là, c'est de travailler ces choses-là et de travailler laver les mains. Donc, la routine de laver les mains parce que après avoir été passé aux toilettes, on va laver les mains. Donc, ça, c'est deux choses routines de préparation qu'on pourrait travailler avant. Ensuite de ça, on veut voir est-ce que votre enfant commence à démontrer des signes de, est-ce qu'il vous laisse savoir quand il est mouillé ou est-ce qu'il commence à gigoter ou est-ce qu'il va se cacher pour faire soit uriner ou soit faire les selles. Donc ça pourrait être une autre indication. Et aussi, je regarde toujours est-ce qu'il commence à tolérer s'asseoir aux toilettes. Donc, le matin, vous pourriez essayer le matin, faire partie de la routine du matin quand on va changer, de s'asseoir, même si c'est juste quelques secondes, commencer à faire, j'enlève ma couche, je m'essuie, comme je m'assois sur la toilette, je m'essuie, comme on pourrait rajouter ça à votre routine du matin, la routine du soir avant le bain, par exemple, on pourrait ajouter un petit passage à s'asseoir sur la toilette. Pourquoi? Parce que même s'il ne fait pas encore, ça va faire partie de la routine. Donc, ce n'est pas un gros changement. Donc, en plus que tu demandes de faire pipi sur la toilette, il faut que j'apprenne à m'asseoir. Waouh! Parce que ça peut faire un peu peur. Il y a des difficultés sensorielles aussi, des fois, ou motrices, qui pourraient faire que ça soit plus difficile. Donc, si on commence à le travailler, même avant de travailler la propreté, travailler à tolérer ces choses-là, puis là, on peut commencer aussi à penser, on va regarder c'est quoi les difficultés possibles. Est-ce qu'il y a peur du trou? Est-ce que, tirer la chasse d'eau, le bruit quand l'eau s'en va, est-ce que ça fait peur? Ou au contraire, est-ce qu'on adore ça et on veut mettre nos mains dans l'eau? Donc, ça nous permet de commencer à voir, là, c'est quoi des certaines... comme je dis, moi, je fais le détective. Là. Qu'est-ce qui va peut-être nous poser des petites colles ou qu'est-ce qui va super bien aller parce qu'il adore ça. Il adore ça, tirer la chasse, là, flusher la toilette. Donc, s'asseoir sur la toilette, si on dit un avant-après, bien, avant tu t'assois, puis après, tu peux tirer la chasse, bien, ça pourrait être motivant pour votre enfant, puis il voudrait peut-être vouloir faire ça. Donc, ça, c'est des trucs, stratégies pour déterminer si votre enfant commence à démontrer, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le préparer pour l'entraînement à la toilette. Donc, ça complète mes questions que j'avais pour répondre ce soir. Je vous remercie énormément d'avoir participé à notre webinaire. Et juste un petit rappel que ça va être disponible là, pour rediffusion par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée.